Bonjour les amis, je voudrais aujourd'hui qu'on ouvre un nouveau chapitre de la rhétorique puisqu'on va parler de négociation. Et je me suis mis donc à chercher parmi les grands de ce monde qui ferait un bon cas d'étude pour aborder les techniques de rhétorique assez spécifiques qui rentrent en jeu dans ce genre de discours. Et parmi eux, il y en a un qui par ailleurs est pas le dernier pour se la raconter, qui aime bien dire à tout le monde que c'est un grand négociateur, un immense négociateur. You either have it or you don't. Most people don't have it. Le truc, c'est que à la base, j'avais pas vraiment envie de parler de Trump parce que je le trouve tellement impulsif et outrancier que j'ai du mal à voir en lui un génie de la négociation. I'm very consistent. I'm a very stable genius. Mais ce que je sais aussi, c'est que si on laisse notre sympathie ou notre antipathie se substituer à notre jugement, on risque de pas cerner les autres à leur juste valeur et on passe à côté de tout un tas d'occasions d'apprendre des trucs. Et du coup, je me suis penché sur le cas de Trump. Et en fait, c'est un cas qui est super intéressant. C'est un cas qui est intéressant parce qu'il va nous permettre de cerner ce truc qui empêche à la plupart des gens de devenir bons en négociation. On va commencer par préciser quel genre de discours est la négociation. Donc une négociation, c'est une situation où vous essayez d'arriver à un accord, typiquement sur un prix, mais ça peut être sur n'importe quoi. Et dans cette situation, vous avez un objectif public, vous avez un objectif affiché, par exemple, je peux pas aller au-delà de 10, mais vous avez aussi un objectif secret. En vrai, vous pourriez aller jusqu'à 15. Et bien sûr, votre partenaire de négociation, il est dans la même situation. Et donc l'objectif d'une négociation, c'est d'essayer de pousser l'autre à lâcher le plus de lest possible, c'est d'essayer de pousser l'autre à se rapprocher le plus possible de son objectif secret, tout en lâchant de notre côté le moins de lest possible, mais en donnant l'impression qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, qu'on était vraiment allé au-delà de ce qui était possible. Et si vous ouvrez les ouvrages qui font autorité dans le domaine, il y a un consensus entre les auteurs pour dire que la compétence clé pour être fort en négociation, c'est l'empathie. Et il va falloir qu'on s'arrête un petit peu sur la définition de cette compétence, parce qu'au sujet de l'empathie, on entend tout et n'importe quoi. L'empathie, c'est la capacité à adopter la perspective des autres pour savoir ce qu'ils ont à l'esprit. Donc par exemple, c'est l'empathie que vous utilisez quand vous voulez faire un cadeau à quelqu'un et que vous vous demandez mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Mais c'est aussi l'empathie dont vous avez besoin pour savoir si, quand votre partenaire de discussion dit là je peux pas aller plus loin, si c'est vrai que dans sa perspective, il peut pas faire plus de concessions que ça. Maintenant, pour vraiment comprendre ce qu'est l'empathie, il faut bien la distinguer de la sympathie. Donc la sympathie, étymologiquement sentir avec, c'est le fait de ressentir les affects des autres, c'est le fait de partager les affects des autres sans pour autant nécessairement adopter leur point de vue. Donc par exemple, vous pouvez commencer à ressentir du stress parce que vous êtes à côté de quelqu'un de stressé sans pour autant faire l'effort de comprendre ce qui la stresse. Et vous passez de la sympathie à l'empathie si vous faites un effort conscient de vous demander qu'est-ce qui, dans sa perspective, est stressant. Alors bien sûr, chez la plupart des gens, l'empathie et la sympathie sont liées, et ça, c'est ce qu'on a par exemple dans une expression comme « mets-toi à ma place ». Quand vous dites à quelqu'un « mets-toi à ma place », vous attendez à ce qu'il adopte non seulement votre perspective, mais qu'il partage aussi vos affects. Mais le point que je voudrais vraiment vous faire passer, c'est que tout l'art de la négociation, c'est l'art d'utiliser votre empathie sans qu'elle soit trop affectée, et j'ai même envie de dire sans qu'elle soit trop contaminée par la sympathie. Concrètement, quand le vendeur vous dit « j'aimerais bien faire un effort supplémentaire, mais j'ai peur d'avoir des problèmes avec mon patron », c'est très probable qu'il essaie d'activer votre sympathie pour brouiller votre capacité à percevoir quels sont ses vrais objectifs, pour brouiller votre capacité à percevoir ce qu'il a vraiment à l'esprit. Et le problème, c'est que nous sommes pas tous égaux dans notre capacité à bien dissocier notre empathie et notre sympathie. D'un côté du spectre, vous avez des gens qui ont une sympathie hyper développée et très peu d'empathie. Ça, c'est les gens qui sont de véritables éponges à émotions, donc on va commencer à leur parler d'un truc qui nous fait de la peine, et au lieu de se mettre à notre place, ils vont commencer eux-mêmes à avoir de la peine, et du coup ça va être à nous de les rassurer. Et puis de l'autre côté du spectre, vous avez des gens qui excellent dans la capacité de saisir ce que les autres ont à l'esprit, mais sans partager leurs affects. Et donc par exemple, si les psychopathes sont d'excellents manipulateurs, c'est parce qu'ils ont une empathie hyper développée, mais zéro sympathie. Donc si tout ceci vous intéresse, il y a un excellent petit livre de Simon Baron-Cohen qui fait le point sur les différents profils et sur les différentes pathologies de l'empathie. Venons-en à ce bon vieux Trump. La force de Trump, si on peut dire, c'est qu'apparemment, il score aussi bas au niveau de l'empathie que de la sympathie. Et c'est d'ailleurs un débat récurrent dans les médias américains. Et à ce propos, l'histoire qui a fait couler le plus d'encre, c'est sûrement celle d'un petit pense-bête qui a été tenu par Trump à l'occasion d'une séance à la Maison-Blanche où il a reçu des ados qui étaient rescapés de ce genre de tragédie qui arrive surtout aux États-Unis. Et sur ce pense-bête, on pouvait notamment lire « Qu'est-ce que vous aimeriez que je sache le plus à propos de votre expérience ?» ou encore « Je vous entends ». En d'autres termes, c'était un
un pense-bête qui visait à rappeler au président de faire preuve de sympathie en montrant qu'il se souciait du sort de ses invités, et puis de faire preuve d'empathie en montrant qu'il essayait de saisir leur expérience, qu'il essayait de comprendre ce qu'ils avaient vécu. Et ce petit pense-bête a fait couler beaucoup d'encre, il a été l'objet de beaucoup de commentaires indignés, en mode quel genre d'homme a besoin qu'on lui rappelle de dire qu'il est touché face à des ados qui ont frôlé la mort. Quel genre d'homme? Eh bah précisément le genre d'homme qui risque pas de se laisser prendre par les sentiments dans une négociation. Et c'est ça qui empêche la plupart des gens d'aller au conflit. Si nous évitons de mettre les autres mal à l'aise, c'est parce que les affects négatifs qu'on pourrait créer chez eux risquent de nous affecter en retour. Et pourtant, un bon conflit dans une négociation, ça permet de faire bouger les lignes, ça permet de secouer le statu quo, ça permet de pousser nos partenaires de négociation à faire preuve de créativité et à mettre de nouveaux éléments sur la table. Et ça, Trump nous l'a montré à plein de reprises. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de la fois où il a essayé de prendre en main la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord? Eh ben, il a commencé par rentrer dans un rapport de force assez virulent avec le leader coréen. And we can't have madmen out there shooting rockets all over the place. Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. We're going to do it because we really have no choice. And I'm sure he's listening because he watches every word. And I guarantee you one thing, he's watching us like he never watched anybody before. That I can tell you. Et pourtant, quelques mois plus tard, on les a retrouvés en train d'échanger des politesses, en train de signer un traité, et Trump a été le premier président américain en exercice à faire une visite officielle en Corée du Nord depuis la séparation des deux Corées. Et ça, c'est un schéma de négociation qui revient de façon récurrente avec Trump. Donc gros conflit, suivi d'une redistribution des cartes. C'est par exemple ce qu'il a fait dans le cadre des négociations sur le nucléaire iranien, où il a envoyé balader les négociations multilatérales en disant que l'accord qui avait été trouvé c'était vraiment nul, et en commençant à menacer l'Iran en mode si vous voulez vous battre, je suis chaud. Et après, au G7, eh ben, on a vu Macron essayer de faire tout ce qu'il pouvait pour essayer de recoller les morceaux entre Trump et le président iranien. C'est vraiment la stratégie préférée de Trump, c'est ce qu'il fait également avec la Chine. We are now making it clear to China that after years of targeting our industries and stealing our intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end. Et c'est pas impossible que ça débouche sur un profond remaniement du statu quo. Ce qui pourrait sembler être une incapacité pathologique à se soucier des autres et à se mettre à leur place, est en fait ce qui permet à Trump de sidérer ses partenaires de négociation et à faire fortement bouger les lignes. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo ? 3 choses. Premièrement, que bien négocier, c'est être capable d'identifier précisément ce que les autres ont à l'esprit. Quels sont leurs vrais objectifs, quelle est leur vraie marge de manœuvre. Et la compétence qui permet de faire ça, c'est l'empathie. Deuxièmement, que même si la sympathie, donc le fait que nous soyons sensibles aux émotions des autres, contribue à faire de nous des humains fréquentables, et ben vous avez tout intérêt, quand vous êtes dans une situation de négociation, à essayer de la mettre en veilleuse. Parce qu'un bon négociateur va essayer de stimuler votre sympathie, mettez-vous à ma place, comprenez ma position, pour essayer de faire passer ses intérêts avant les vôtres. Troisièmement, que si vous voulez devenir meilleur en négociation, eh ben vous avez peut-être des choses à apprendre de Trump. Parce qu'un bon coup de pression, parce que renverser la table, eh ben ça peut faire bouger les lignes, ça peut pousser les autres à changer radicalement de perspective. Alors ouais, c'est plus facile de taper du poing sur la table quand on est comme Trump régulièrement en position de force, mais justement, un bon coup de pression, ça peut remettre les idées en place des plus puissants, parce qu'ils sont plus du tout habitués à ce qu'on les secoue. Je voudrais maintenant vous remercier d'avoir répondu à mon appel quand je vous ai proposé qu'on ait une discussion. J'ai lu toutes vos questions, il y a plein de trucs intéressants, et donc je vais vous présenter mes réponses dans une vidéo qui paraîtra dans le courant de la semaine prochaine. Je vous laisse avec une vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi Trump et plus généralement les gens puissants n'ont pas de scrupules à faire passer leurs intérêts avant ceux des autres. À tout de suite.